Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la page Facebook PEE. Nous sommes avec les collaborateurs de la Banque Populaire à nos côtés, Banque Populaire Grand Ouest, avec Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Fabrice. Bonjour. Et puis à nos côtés Hervé également. Nous sommes là pour parler d'innovation sur le territoire même de la presqu'île. Eh bien nous sommes partis pour la première des présentations avec vous messieurs. Nous allons parler paiement, rapidité de paiement avec la Banque Populaire Grand Ouest. Je vous laisse Thomas et Hervé. Facebook Live maintenant. Merci, bonsoir à toutes et à tous. On va vous parler ce soir d'innovation et d'hypervitesse. Oubliez toutes vos références en matière de réactivité bancaire. On vient vous parler d'une nouvelle solution qui débarque la semaine prochaine sur la presqu'île et dans tout le Grand Ouest avec Banque Populaire Grand Ouest. Et Hervé, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, on va vous parler de vitesse. Alors en termes de paiement, ça peut sembler bizarre. Comme l'Hyperloop supplantera sûrement le TGV qui lui-même avait démodé le train, ben là on va vous parler de paiement rapide. La vitesse en termes de paiement est devenue une exigence. Et là on va parler de paiement instantané. Alors Hervé, en matière de vitesse, une référence, c'est peut-être Elon Musk, Tesla, SpaceX, Hyperloop. Si on interrogeait Elon Musk sur ces trois chiffres, à ton avis, qu'est-ce qu'il nous répondrait? À commencer par le chiffre 3. Ben, 3, c'était le temps qu'il fallait pour transférer des fonds en Europe avant le CEPA, avant 2012. 3 jours pour envoyer des fonds vers un bénéficiaire vers n'importe quel bénéficiaire de la zone euro. En 3 jours, Hervé, tu vois, Elon Musk, ça ne le fait pas vraiment rêver. Ouais. Si on nous disait 1, Mais je ne sais pas s'il va arriver un peu plus. Un jour, c'est depuis 2012, avec le CEPA, on peut transférer des fonds vers un bénéficiaire de la zone CEPA en un jour. Voilà. ok, perdu Hervé, tu vois, Elon Musk, ça ne le fait pas rêver un jour pour faire un virement. Et maintenant, 10. Alors 10, peut-être que là je vais le surprendre, on va parler en secondes. 10 secondes pour transférer des fonds vers n'importe quel bénéficiaire de la zone CEPA. Voilà. Ouais, Le donc toi, voyant. Hervé. Bon, 10 secondes, donc l'instant payment, le paiement instantané, ça va remplacer donc le virement SEPA. Alors pas tout à fait. Le virement instantané est une option du virement tel qu'on le connaît aujourd'hui. On échange exactement les mêmes types d'informations. Mais on va simplement utiliser des circuits nouveaux qui ont été mis en place à la demande de la BCE pour faciliter le paiement et le business au sein de la zone euro. Ok, donc l'accélération, 3, 1, 10, on voit bien l'accélération. Maintenant, concrètement, l'instant payment, si je veux faire un virement instantané, Hervé, comment ça marche? Mais ça va être aussi simple qu'un virement actuel. On va le faire à partir d'une application de banque en ligne mobile et d'un IBAN. Donc uniquement à partir de mon application mobile. Oui, parce que dans un premier temps, c'est une application qu'on va réserver aux particuliers pour démarrer. Et qu'en plus ça, c'est une application qui s'appuie sur des échanges de messages. Donc le mobile est particulièrement bien adapté. Bon, pour faire expert un petit peu, Hervé, je t'ai mis un graphe là, tu peux nous expliquer? Oui, alors je ne vais pas faire l'expert parce que je trouve que c'est relativement simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'émetteur l'ordre qui est donné par l'émetteur à sa banque génère deux choses, un flux financier et des échanges de messages entre les 4 acteurs. À la fin, et qui aboutit en fait à l'information du bénéficiaire comme quoi les fonds sont disponibles immédiatement sur son compte. Donc tout cela en 10 secondes. Ok, donc 10 secondes, 365 jours par an, 24 sur 24. Ouais, et les fonds sont transférés immédiatement et de façon irrévocable. Et on peut transférer comme ça jusqu'à 15 000 euros. Alors 15 000 euros, pour un particulier, c'est bien, mais on pourrait penser que pour un professionnel, c'est un peu court. Oui, mais on va commencer par les particuliers. Puis en plus de ça, il faut aussi savoir que ce service va être disponible 24 heures sur 24, 365 jours par an. Il n'y a plus de jours d'échange. Ok, en matière de sécurité, ça, on est sensible à la fraude. Oui, alors la fraude, c'est un sujet. En matière de sécurité, on a ce qu'il faut. On demandera à l'émetteur de s'authentifier de façon forte. Et s'authentifier de façon forte sur un mobile aujourd'hui, ce n'est plus une contrainte. Les parcours d'authentification sont devenus fluides, donc on pourra faire un paiement très fluide en s'authentifiant sur un smartphone. Ok. Alors, quel usage on peut imaginer demain pour le virement instantané? Alors d'abord, je pense qu'il faut noter une chose, c'est une nouvelle étape qui est franchie dans l'usage du smartphone en paiement. On connaissait le smartphone comme support de paiement par carte grâce aux wallets que sont Apple Pay, Samsung Pay ou Paylib et le paiement sans contact. Grâce au paiement instantané, le smartphone devient un instrument de paiement totalement autonome et
qui s'appuie uniquement sur un IBAN, qui lui, l'IBAN devient un véritable instrument de paiement. Donc l'instant payment va remplacer ma carte bancaire. Non, il ne va pas remplacer la carte bancaire. Dans certains cas, oui. L'instant paiement devient un moyen supplémentaire qu'on donne aux clients pour faire du paiement instantané. Et je pense que dans un premier temps, il va permettre de remplacer des transactions en espèces ou par chèque. Donc là, tu nous as illustré des quelques usages qu'on peut imaginer demain. Oui. Oui, je pense qu'entre particuliers, donc toutes les transactions qu'on voit entre particuliers sur les sites d'annonces, je pense que le règlement l'achat d'une voiture entre particuliers pourra s'appuyer sur l'instant de paiement. Ce sera quand même plus simple et même plus sûr qu'un chèque de banque. Tout ce qui concerne les règlements de prestations, régler un étudiant, régler un artisan à domicile, on pourra le faire avec l'instant de paiement. Mettre à disposition des fonds en membre de sa famille de façon urgente. Voilà, partager des notes, voilà. L'instant de paiement permettra de faire tout ça. Bon, donc on voit bien que le virement instantané va permettre plein d'usages à titre pour nos clients particuliers. Et demain, pour nos entreprises? Alors je pense que c'est dans le monde de l'entreprise qu'on verra les meilleures applications. Pour ça, il va falloir attendre une petite année, le temps que les circuits se rodent entre les différents acteurs bancaires de la zone CEPA. Mais je pense que, par exemple, si on parle des fournisseurs, je pense qu'il y a des situations ou des situations spécifiques dans lesquelles l'instant de paiement permettra de répondre aux besoins de l'entreprise. Dans la gestion quotidienne de l'entreprise, et notamment la gestion de trésorerie, je pense qu'elle pourra être optimisée. Elle sera simplifiée grâce à des paiements instantanés toute la journée, sans heure limite. Les avances de frais, évidemment aussi. Et puis, par exemple, j'ai envie de parler de l'e-commerce. L'e-commerce peut être bouleversé par l'arrivée de l'instant de paiement, en simplifiant les parcours de paiement et en les sécurisant, et en simplifiant aussi les organisations logistiques, parce que le paiement devient instantané et irrévocable. Pour le e-commerce, c'est quand même un point important. Et là, par contre, Thomas, je pense que sur le e-commerce, l'instant de paiement prendra certainement des parts de marché à la carte sur les encaissements. Voilà, on vous a présenté en synthèse assez rapidement tous les usages qui vont pouvoir être inventés dès la semaine prochaine dans les usages entre particuliers. Très rapidement, vous l'aurez compris, auprès des usages entreprises. Et je pense que ça va révolutionner un bon nombre de pratiques dans la façon de régler et de payer. Et à votre disposition si vous avez des questions. Passez l'autre slide. Oui, alors sur le démarrage, donc on démarre la semaine prochaine. Il y a 3 banques qui vont proposer service en émission, qui sont la Caisse d'épargne, la Banque Populaire et le Crédit Mutuel Arkea. Mais par contre, toutes les banques seront atteignables par ce mode de paiement dès la semaine prochaine. Donc ça tombait super bien, on était très contents de vous présenter cette exclusivité avant son lancement la semaine prochaine. D'autres questions? Oui. Alors, irrévocabilité ne veut pas dire qu'on ne peut pas régler un litige commercial, mais la banque de l'émetteur n'aura pas autorité à remettre en cause l'émission du virement. Elle pourra demander à la banque du bénéficiaire de retourner les fonds, mais c'est le bénéficiaire qui décidera du retour ou pas des fonds. Donc si c'est un virement qui est émis par erreur ou parce que la transaction est annulée, il n'y a pas de difficulté entre le bénéficiaire et l'émetteur, il n'y aura pas de difficulté. Il y a des circuits pour récupérer l'argent, bien évidemment, mais il n'y a rien réglementairement qui nous permettra d'exiger le retour du virement. Non, il n'y a pas d'assurance. Il faut, dans la mesure où vous allez utiliser votre smartphone et que vous allez vous authentifier, il n'y a pas de doute sur celui qui émet. Et comme c'est vous qui décidez quel est le bénéficiaire, voilà. Alors on peut se faire voler son smartphone, bien sûr, mais pour utiliser votre smartphone, il faut déjà connaître son code d'utilisation. Et puis surtout, on ne pourra pas émettre l'opération tant qu'on ne vous aura pas authentifié. C'est-à-dire qu'on échange des informations entre votre banque et vous, que vous seul connaissez, et que nous seuls connaissons, et qui nous permettent de vous authentifier de façon certaine. En plus de ça, on va s'assurer, en faisant ça, que le smartphone que vous utilisez est le smartphone que vous utilisez de façon régulière. C'est-à-dire que si quelqu'un utilise un autre smartphone mais s'identifie à votre place, il ne pourra pas faire l'opération. Je crois que les 10 minutes sont consommées.
Presque. Reste-t-il une dernière question? Mais écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Merci. Et nous vous souhaitons une très belle soirée. Au revoir. Merci beaucoup, messieurs. Les innovations, on en parle ici sur la Presqu'île. Nous allons continuer avec un représentant du groupe Excel, Antoine Hubert, expert comptable, que nous allons accueillir maintenant. La mise en avant des innovations, c'est important en Presqu'île. C'est la motivation, encore une fois, des commerciaux, des entreprises locales et encore une fois, un savoir-faire qui s'exporte. On regarde sur le micro. Bonjour. Soyez le bienvenu. On va se mettre ici. Venez, approchez-vous un petit peu, on va se mettre devant cette caméra. Voilà, parfait. Vous allez pouvoir, donc, mesdames, messieurs, accueillir, je le rappelle, Antoine Hubert, expert comptable, groupe Excel. Nous parlons donc d'innovation avec vous. Dans quel domaine? Alors, dans le domaine de l'expertise comptable, je vais essayer d'être passionnant, ce qui ne va pas être facile pour un sujet aussi dur, mais je vais vous présenter ce que nous avons imaginé comme innovation dans les relations entre l'expert comptable et son client. Très très bien. Eh bien, voilà. Allons-y pendant 10 minutes. Alors, je me présente rapidement, je m'appelle Antoine Hubert, je suis co-dirigeant d'un cabinet d'expertise comptable qui est installé ici depuis 1979. Nous sommes installés maintenant sur plusieurs sites. Et le propos d'aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Alors, je tiens à préciser tout de suite que l'intelligence de l'expert comptable n'est pas artificielle, mais force est de constater que la mort programmée des comptables et des experts comptables existe, puisque certains disent que dans 30 ans, la profession n'existera plus, à cause de l'automatisation, à cause de plein de choses. C'est un constat. Et le poids des contraintes administratives fait que nous avons quand même notre raison d'être, bien évidemment. Et le poids des contraintes administratives existe encore et encore. Alors, il est bien évident qu'il y a deux voies possibles si on veut supprimer ces contraintes administratives pour les clients et réduire les coûts. La première voie possible, c'est la délocalisation, qui bien évidemment a déjà été utilisée, mais qui est une voie que je ne conseille pas et qui est une voie qui, sur le plan de l'éthique, ne me plaît pas du tout. Et la deuxième solution, c'est plutôt de trouver des solutions en effet qui permettent de partager notre science avec les clients. Alors, l'exemple qui va être retenu ce soir, c'est le cas pratique de la rédaction des bulletins de salaire et des contrats de travail, qui est un problème épineux s'il en est. Et en fait, je pense que quelqu'un avait parlé de choc de simplification. Et ce choc de simplification s'est transformé avec M. Darmanin en clarification, mais du coup, on ne sait plus très bien où ils veulent en venir. Et si on prend quelques exemples en matière de bulletins de salaire, et si je fais parmi vous un petit quiz, est-ce que vous savez combien de lignes maintenant figurent sur un bulletin de salaire? Alors, oui, il y en a 30. Quand j'ai commencé ma carrière en 79, il y en avait 2. Donc le choc de simplification n'est pas vraiment passé par là. Et est-ce que vous savez combien il y a de taux différents et donc de calculs différents sur un bulletin de salaire? Il y en a 35. Donc 35 taux différents, 35 sources d'erreurs, 35 sources possibles de redressement, un vrai casse-tête. Alors j'ai amené un petit document qui est amusant. Enfin, je ne sais pas s'il est amusant. Ça, c'est le code du travail. Alors, est-ce que vous savez combien il y a de pages dans un code du travail? Il y en a 2000. Et ça, c'est le simplifié, parce que si vous achetez le Dalloz, il y en a 3800. Donc 3800 pages. Juste une petite précision, en Suisse, le même code fait 400 pages. Et je n'ai pas l'impression que la Suisse soit très ennuyée sur le plan de l'économie. Le nombre d'experts qui vit de ces complexités administratives, c'est à peu près 10 000 en France. Alors, sans parler des conventions collectives, etc. Alors, le problème, ce n'est pas de mettre en cause ces complexités. Elles sont là. Hein, Churchill disait, les faits sont là, on fait avec, et on est bien obligé de faire avec. Alors, je vais reprendre ma petite zapette. Quelle solution avons-nous? La première, c'est de se laisser submerger. Et ça, c'est impossible et c'est interdit
Parce que, en tant que chef d'entreprise, vous avez le devoir de rédiger vos bulletins de paye et vos contrats de travail comme ils doivent être faits. La bonne solution, bien évidemment, c'est de réagir avec son expert comptable préféré et on va essayer de trouver la solution. La vérité, c'est qu'il faut qu'une collaboration existe entre l'expert comptable et son client, mais ça existe depuis toujours. Ce qu'on a mis en place au groupe Excel, c'est ce qu'on appelle une plateforme collaborative qui va permettre de déporter nos outils informatiques vers le client et cela va lui permettre de rédiger ses bulletins de salaire ou ses contrats de travail de façon plus simple. Alors, voilà. Donc le principe, c'est de partager les tâches, de faire en sorte que les clients aient à leur disposition notre outil informatique qui est très puissant et ça va lui permettre en effet de pouvoir saisir les données variables de paye, saisir les données variables de ses contrats de travail et de pouvoir ainsi les rédiger. Alors, notre cabinet a déjà mis en place depuis longtemps une équipe de choc en matière sociale. On ne peut pas déporter notre expertise vers les clients, mais on peut déporter vers nos clients notre système informatique puissant. Et on voit bien que l'un n'ira pas sans l'autre. Et je pense que la victoire, alors j'ai été un peu... la victoire passera par une alliance entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. On ne pourra pas faire autrement que de réaliser cette alliance. Autrement, on aura des problèmes. Alors certains, en effet, se disent il suffit d'aller sur Internet pour chercher des modèles de contrat, mais c'est forcément pas le bon. Donc l'idée, c'est de préparer les modèles de contrat de travail, par exemple, pour les clients, de faire en sorte qu'ils soient faits à leurs mains, et une fois faits, ils pourront utiliser cette plateforme collaborative et rédiger leur contrat de travail et leur bulletin de paye. D'accord ? La bonne solution, c'est que justement, l'expert comptable peut, en temps réel, valider la bonne tenue de la rédaction des contrats de travail ou des bulletins de paye, et les bulletins de paye sont ainsi établis dans le respect des obligations légales et éviter un peu tous les problèmes qu'il peut y avoir avec l'administration. La collaboration intelligente mise en place et le mariage entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine va permettre un gain de temps pour la rédaction de tous ces documents et donc l'édition des contrats de travail, des charges sociales, des DSN et toutes choses amusantes. La course contre le temps, grâce à cela, sera gagnée. Et moi, je pose une question. Si le mariage était réussi entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine grâce à la relation entre un client et son expert comptable, ça aurait de la gueule, on est d'accord. Bon. Alors, une fois que tout ça est fait, on n'a plus qu'à cliquer sur imprimer. Et après, on n'a plus que des images de ce genre qui figurent dans la tête. Tout le monde est content, tout le monde est heureux, le customer satisfaction et la finesse. Merci de votre attention. Je vous dis au revoir, mais j'attends vos questions malgré tout. Je ne sais pas s'il va y avoir des questions sur les contrats de travail ou la CSG ou la CRDS, mais ce n'est pas grave. Ce que je voulais, c'est faire passer le message que l'intelligence artificielle et humaine peuvent être partagées. Merci beaucoup. Merci beaucoup, applaudissements s'il vous plaît. Merci beaucoup. À nos côtés, Antoine Hubert, expert comptable pour le groupe Excel. Nous allons continuer l'innovation, on en parle actuellement en Facebook Live. Nous allons accueillir sur ce plateau Pascal Casari à nos côtés. Pascal, vous êtes le bienvenu. Bonjour. Professeur des universités, l'IUT à l'honneur. Nous sommes en train de caler directement les différentes présentations. Nous allons parler de quoi, Pascal ? Alors, on avait promis de parler de l'IUT au service des entreprises du territoire.
Et là, je vais vous frustrer un petit peu puisqu'on n'a pas vraiment le droit de parler des résultats avec les entreprises, hein, c'est plutôt du secret industriel. Mais je vais vous montrer un certain nombre de focus sur ce que probablement vous ne connaissez pas et qui pourra vous surprendre comme étant présent à l'IUT. Voilà, parlez bien près du micro, Voilà. Pascal. Ouais. Alors, tout simplement, nous sommes en Facebook Live. On souhaite la bienvenue à quelques spectateurs, téléspectateurs. Je ne sais pas comment on dit d'ailleurs. On dit les Facebook téléspectateurs pour suivre cette présentation. 10 minutes pour convaincre. C'est à vous maintenant, mon cher Pascal, pour ces 10 minutes avec l'IUT à l'honneur. Et vous m'avez demandé d'être le maître du temps. Je vais être vraiment très sérieux avec vous et directement vous envoyer un top départ dans quelques secondes, le temps de faire mon code. Top départ pour 10 minutes. À vous, Pascal. Merci, bonjour à tous. Derrière votre écran, donc, vous êtes surpris de voir finalement différents secteurs industriels, l'automobile, la navale, l'aéronautique, les énergies marines renouvelables, des robots, des petites bulles là, un voilier néo-zélandais pour la Coupe de l'Amérique, et puis des robots qui fabriquent des maisons. Voilà. Tout ça, ça se passe en collaboration avec l'IUT. Depuis 2 décennies, le monde s'est vraiment ouvert et les différents programmes de développement de la recherche commune entre les entreprises et les laboratoires de recherche ont permis justement un rapprochement du secteur académique et du secteur industriel. Et ça marche. Ça marche tellement bien que finalement, on a vu émerger l'IRT Jules Verne, on a vu émerger les pôles de compétitivité. Et je pense que dans le réseau PEE, on a aussi, grâce aussi au département technique de commercialisation de l'IUT de Saint-Nazaire, énormément de choses qui se font et qui vont se faire. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. D'abord quelques chiffres. L'IUT, vous avez vu le staff, vous qui êtes derrière votre écran, vous ne savez pas, mais il y a une vingtaine d'étudiants et d'étudiantes de l'IUT de Saint-Nazaire qui sont en train d'accueillir l'ensemble des participants à cette belle soirée. 6 spécialités, génie chimique, génie des procédés, donc c'est de la technologie, génie civil, construction durable, génie industriel et maintenance, génie logistique et transport, mesures physiques et techniques de commercialisation. Donc au moins un de ces mots, voire plusieurs, résonnent dans votre esprit, dans votre entreprise, comme étant, voilà, c'est un collaborateur que l'on connaît. Tiens, mais qu'est-ce qui se passe finalement à l'IUT? Il est sorti depuis 10 ans et on ne voit pas grand-chose sortir de là. Eh bien, je vous assure qu'il y a pas mal de choses qui bouillonnent. On a des laboratoires de recherche, de classe nationale, de classe mondiale sur certains sujets, mécanique, génie civil, électricité, génie des procédés, économie. Et tout ça, c'est important puisque sur des savoir-faire, sur des savoir-être, on progresse en permanence et on va chercher la connaissance ailleurs pour la ramener sur le territoire. Un lien étroit, évidemment, avec les entreprises. Et voilà, je ne pouvais pas m'empêcher de poser la question, pourquoi pas la vôtre? Donc je vous invite vraiment à aller voir sur le site de l'IUT, à vous renseigner sur ce que l'IUT peut faire pour vous aujourd'hui et demain. Premier focus sur une société de Guérande. Benjamin David, responsable de la société Ixon, a parié sur le territoire pour pouvoir développer quelque chose vraiment de très très high-tech. C'est un drone qui va voler 24 heures sur 24, uniquement alimenté par panneaux solaires, pour de la surveillance aérienne, pour de la détection de ruptures sur des lignes de transport d'électricité, etc. Et qu'est-ce qui se passe à l'IUT? Eh bien, finalement, des enseignants-chercheurs vont participer au cœur du système de conversion d'énergie, à ramener l'énergie des panneaux solaires vers le système nerveux du drone pour le propulser par son hélice. Et ça met en jeu une expertise électrique. Et donc ici, vous avez une figure en thermographie infrarouge. Et cette thermographie infrarouge vous montre où sont les points chauds sur les composants électroniques. Voilà pour un premier focus. Alors, le storytelling, qui est un peu l'exercice imposé, c'est quoi? C'est une affaire de prise de risque d'une entreprise. Cette entreprise vient sur le territoire et cherche des alliances. Il se trouve que c'est un ancien étudiant de Polytech sur le site de Saint-Nazaire qui est venu chercher aussi des collaborateurs et collaboratrices parmi nos étudiants. Et le pari, j'espère, sera gagnant. Un autre focus sur le génie civil. Alors voilà, vous qui êtes sur votre ordinateur, vous pouvez aussi taper quelques mots-clés comme Innova ou Batiprint 3D, qui est paru dans la presse, notamment lors des différentes semaines du numérique, à la fois à Nantes et Saint-Nazaire. Le principe, c'est avec des robots, de fabriquer des maisons.
hein. À Nantes, donc, une maison a été fabriquée. Ça s'appelle Batiprint 3D. Et finalement, la recherche académique, c'est aussi une aventure humaine. Le matin, quand on se lève, on a le privilège que notre salaire est déjà versé, mais on a la préoccupation à la fois de former nos étudiants, de développer la connaissance et de rendre service aux entreprises. Sinon, ça ne peut pas être autre chose en tant que raison d'être. C'est notre raison d'être. Et ici, vous avez des ouvriers, techniciens, professeurs, chercheurs, issus de laboratoires LS2N, GEM. Alors ça, c'est notre jargon. On ne sait pas bien communiquer là-dessus, mais voilà, il faut aller creuser un petit peu la question. Capacité, qui est aussi la filiale de l'université, qui est l'interface entre le monde économique et les laboratoires de recherche. Et donc, c'est aussi une aventure technologique teintée d'énormément de savoir-être. Alors, vous reconnaissez peut-être ce monsieur, Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie et des finances. Qu'est-ce qu'il fait là? Eh bien, il est avec une enseignante, une professeure à l'IUT de Saint-Nazaire et un enseignant-chercheur aussi de Polytech. Qu'est-ce qu'ils ont inventé? Eh bien, ils ont inventé de la mousse. Alors, on va dire de la mousse, c'est pas très nouveau, ça. Mais en fait, fabriquer de la mousse en continu, c'est un enjeu industriel. Donc, il y a un brevet derrière, des tests sur des formulations cosmétiques, et ils se retrouvent dans un salon, donc sous les feux de la rampe. Et tout d'un coup, on se dit, bah, tiens, on va communiquer là-dessus, à minima. Si je n'avais pas parlé de ça devant vous ce soir, bah, vous seriez probablement passé à côté de l'info. Et l'histoire qui se cache derrière ça, c'est quoi? Eh bien, ça démarre par une bourse de thèse régionale en 2011. Ça veut dire que sur le territoire ligérien, on sent que les pouvoirs publics sont aussi derrière nous, avec tout ce qui s'est développé autour des grands rendez-vous, pôles de compétitivité, et la région est très, très offensive sur le fait d'aider les entreprises et les laboratoires. Donc, une bourse de thèse, ça veut dire que Arab Belkadi, ici, a bossé pendant 3 ans sur un sujet, encadré par Jérôme Bellettre et Agnès Montillet. Et puis, il a tellement bien travaillé que ça a donné lieu à un prix de thèse de la Société européenne de génie civil en 2017, un brevet. Et voilà, on se retrouve sur une success story qui va se traduire désormais aussi par des enjeux financiers. La propriété intellectuelle dégagée par ce travail est capitalisée par l'Université de Nantes et par ses enseignants-chercheurs, inventeurs à l'IUT de Saint-Nazaire. Alors, on voit rapidement ici des petites pointes, là. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Eh bien, ce sont les sollicitations sur le bateau de Jean-Pierre Dick pour le Vendée Globe. Ça date un petit peu, mais c'est un petit ersatz de notre expertise sur le comportement mécanique des matériaux et aussi leur tenue dans le temps, la fatigue, la durabilité, puisque ces matériaux vont subir l'humidité, ce qu'ils n'aiment pas beaucoup, et on étudie ça au cœur du laboratoire. Donc, on a eu des opportunités d'aller justement instrumenter, mettre des capteurs sur les voiliers de la Coupe de l'América, sur les voiliers du Vendée Globe, sur les voiliers du Trophée Jules Verne. Donc ça, on ne communique pas du tout là-dessus, c'est au cœur du développement de ces équipes de compétition. Et puis, on en ressort finalement des questions aussi que les laboratoires s'approprient. C'est-à-dire, pourquoi ce bateau a-t-il cassé? Pourquoi les quilles de ces voiliers cassent de temps en temps? Eh bien, si on ne le sait pas bien, les laboratoires investissent le sujet, mettent des thèses dessus, et 3 ans après, sortent avec des résultats. Donc ces résultats sont ce qu'on appelle, nous, 2 thèses de doctorat. Ce sont des doctorants donc, qui ont fait un master, qui arrivent dans les laboratoires. Ils y passent 3 ans. Ils bossent du mieux qu'ils peuvent et ils capitalisent cette connaissance et ensuite vont travailler dans l'industrie ou dans d'autres laboratoires de recherche. Et fort de ce savoir-faire, finalement, eh bien, on amène des collaborations industrielles. Et ces collaborations industrielles, c'est ce qu'on souhaite faire avec vous aussi, entreprises du territoire, qui sont nombreuses dans le domaine de la technique, de la technologie, de pointe ou parfois des problèmes très, très terre-à-terre qui ne semblent pas être à la portée, je dirais, d'un laboratoire, mais il ne faut pas hésiter finalement à nous solliciter. Voilà, donc la vitalité de l'IUT de Saint-Nazaire, avec Philippe de Coesbouc, ancien salarié des chantiers de l'Atlantique, donc le président,
et avec Ronald Guilen qui se cache par là, son directeur, ont vraiment constitué une alchimie parfaitement gagnante. Gagnante d'abord pour nos étudiants, hein, qui ont gagné plusieurs fois le championnat de France des IUT en 2017, en 2018. Et le dernier message que je veux vous passer, c'est que l'IUT va créer un club entreprise. Et on vous invite évidemment bientôt à rejoindre le club emploi entreprise de l'IUT. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Merci beaucoup. Merci Pascal. Pascal Casari, professeur à l'université. Et vous terminez à 9 minutes et 46 secondes. Félicitations. Bravo, beau timing. Nous allons continuer. Merci beaucoup Pascal. Je vais vous prendre le micro. Nous sommes toujours en Facebook Live. C'est l'occasion sur cette page, sur la page PEE, de parler d'innovation. Nous allons continuer maintenant avec une entreprise qui innove dans le monde de la radio. Nous allons appeler le directeur de la radio RCA. C'est Franck Gergaud qui va venir nous retrouver car actuellement, c'est une innovation que nous proposons, un Facebook Live avec différents points. Franck, s'il te plaît, viens à mes côtés. C'est des points importants. La mise en avant aujourd'hui de la communication. Et on communique actuellement sur le Facebook, sur le réseau social Facebook. Avec, vous le voyez, eh bien, ces téléphones portables qui servent de caméra. Et en ce moment, on diffuse directement ces présentations. Franck Gergaud, bonsoir. Bonsoir. Donc oui, très heureux de vous présenter des nouvelles technologies que nous utilisons aujourd'hui. Nous sommes une radio, certes, une radio sur le territoire de Saint-Nazaire, la Presqu'île, Nantes, les Sables-d'Olonne. Aujourd'hui, RCA est la radio leader sur la Presqu'île, puisque la première radio ici va être RTL, la deuxième France Inter, et la troisième radio ici sur la Presqu'île est RCA. Donc loin devant les autres, nous sommes vraiment la radio locale leader sur la Presqu'île. On n'a pas que la radio, on a aussi d'énormes produits aussi à vous mettre en avant, comme aujourd'hui les réseaux sociaux, Internet, différents affichages. Donc aujourd'hui, on diffuse aussi en vidéo, comme le Facebook Live qui en ce moment est réalisé par l'équipe de RCA. Ça aussi, c'est des choses qui peuvent être intéressantes pour vous en entreprise, pour des conférences, certains colloques, retransmettre en direct avec des solutions mobiles vos événements directement sur vos réseaux sociaux. Quand on parle de réseaux sociaux, il y a bien sûr Facebook, mais on peut aussi diffuser en simultané sur tous vos réseaux, Facebook, Twitter, tous vos comptes, réseaux sociaux, en simultané sur tous vos réseaux. Donc ça aussi, c'est des offres nouvelles qu'on vous propose. On vous propose, nous avons intégré aujourd'hui un département vidéo où on peut vous proposer du film d'entreprise, film publicitaire, du reportage et puis aussi de la communication événementielle. Donc là, c'est avec une équipe vidéo qui va enregistrer votre projet, définir avec vous un scénario pour vos films d'entreprise ou publicitaires. Et puis aussi, il y a une phase de diffusion live, comme là ce soir, où aussi on peut aussi répondre présence sur des rendez-vous live et mettre en avant vos événements, quoi. Donc là, quelques solutions que nous proposons. Bien sûr, la radio, donc RCA, ici à Saint-Nazaire, Nantes et les Sables-d'Olonne. Il n'y a pas que RCA. Aujourd'hui, nous sommes associés aussi avec d'autres radios du Grand Ouest, notamment Radio Caroline et Décibel. Donc aujourd'hui, vous avez une offre en radio qui peut être aussi régionale et pas simplement hyper locale. Concernant le web digital, là aussi, on peut vous accompagner. Nous avons intégré dernièrement au sein de notre structure une personne pour répondre à vos attentes aussi pour tout ce qui va être conception de site internet et vous accompagner aussi sur vos stratégies digitales. Côté événementiel, ça aussi c'est une autre structure que nous avons. On peut répondre présent sur certaines manifestations, des sorties de produits, des inaugurations, des anniversaires, pourquoi pas de magasins. Donc ça, aujourd'hui, nous avons la structure aussi pour vous proposer des événements clés en main avec une multitude de choses qui se fait aujourd'hui dans l'événementiel. Donc nous avons souhaité intégrer tout ça au sein de notre structure, puisqu'aujourd'hui, quand on est dans la communication, on doit répondre à un large
large choix de produits et puis pouvoir répondre au plus près des attentes de nos annonceurs pour les événements. Les réseaux sociaux, donc là c'est un nouveau produit qu'on lance. Le Facebook Live, là, comme là ce soir, avec multicaméra, des solutions légères, mobiles. On peut transporter ça, comme je disais tout à l'heure, pour une ouverture de magasin, mais ça peut être aussi sur un événement sportif. Donc c'est un événement tout à fait agile, mobile, où on peut vous accompagner pour la communication en direct de vos événements. Voilà un petit peu toutes les phases qu'on peut proposer aujourd'hui. À cela, pour avoir une offre vraiment globale, médias, support, et puis vous accompagner pour un maximum de viralité et puis de plans médias cohérents, on a aussi à votre disposition des communications via SMS. Donc là, ça va être avec soit sur des fichiers qui existent déjà, que vous avez, ça peut être sur des fichiers que nous on a, ça peut être aussi sur des fichiers que l'on peut acheter aussi à votre demande sur des ciblages enfin, par rapport à vos préférences. Donc là aussi, c'est toute une artillerie de mesures pour communiquer sur différents supports sur vos événements. Voilà un petit peu ce tour d'horizon de cette agence de communication ici sur la presqu'île, Régicom Atlantique, avec en support intégré, et bien sûr, la radio RCA, qui est bien notre marque de prédilection et puis notre fer de lance vraiment en local. C'est vraiment dans notre ADN de fournir des moyens de communication toujours sur l'hyper-proximité et bien sûr le local. Voilà un petit peu pour le tour d'horizon de ce que l'on peut vous proposer et vous soumettre au sein de Régicom Atlantique. Donc n'hésitez pas à venir nous voir et nous rencontrer. Merci. Merci beaucoup, Franck Jargot, directeur de la radio RCA. Avez-vous des questions, messieurs, dames, sur peut-être les différentes possibilités comme celle-ci? Généralement, quand on travaille la vidéo, il y a beaucoup de caméras, il y a beaucoup de câbles, il y a beaucoup de fils. Aujourd'hui, on est très léger. On est sur une solution aujourd'hui en Wi-Fi, donc sans câble, sans réseau à promener, puisque voilà, c'est du Wi-Fi, sans alimentation aussi. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, même sur des événements sportifs, des événements mobiles, on peut être vraiment agile et vous suivre sur vos événements, quoi. Intéressant également sur vos pages. Toutes les entreprises aujourd'hui ont des pages Facebook et connectées également sur les réseaux sociaux. L'important, c'est de pouvoir toucher directement vos clients, ceux qui vous suivent. Ça veut dire que si vous avez 20 000 personnes qui vous suivent, vous faites un Facebook Live comme celui-ci, ils seront connectés, vous pourrez communiquer directement sur vos nouveautés et sur vos innovations. Voilà, idée peut-être à développer sur notamment les événements d'entreprise. Donc on ne demande pas d'idées pour vous accompagner, donc venez nous voir, posez-nous quelques questions et j'espère qu'on saura répondre à vos attentes. Et puis comme tu le disais Fabrice, bien sûr les réseaux sociaux, mais là sur un Facebook Live, on va toucher une communauté, on va activer voilà, des alertes pour se faire entendre sur ce Facebook Live, mais bien sûr que ce film reste sur vos pages, sur vos réseaux, sur vos sites internet, donc après avec toute la viralité qu'on pourra suivre derrière, quoi. Parfait. Merci beaucoup, Merci. Franck Jargot, directeur de la radio RCA. Nous continuons avec ce Facebook Live en direct sur la page Facebook PEE. On parle de la presqu'île, on parle également de l'estuaire et de l'innovation. Je vais recevoir à mes côtés dans quelques instants Benoît Chardonnay. Bonsoir, monsieur Chardonnay. Vous êtes le directeur de Toyota ici dans la région nazérienne, dans la presqu'île. Nous sommes ravis de vous accueillir. Vous allez pouvoir donc nous présenter vos innovations. Alors pour recadrer un peu, si vous voulez vous adresser directement aux personnes qui nous regardent, c'est l'appareil qui est ici. Voilà, c'est simplement ça, c'est que ça. Pour le lancement d'un véhicule, ça peut être sympa pour parler avec la communauté des personnes qui sont connectées sur vos pages Facebook. C'est une bonne possibilité pour un lancement notamment de véhicules. Bonsoir. Bonsoir, merci. Déjà, je suis très content de passer juste après RCA, dont nous utilisons les solutions. On est clients chez eux et ils sont aussi clients chez nous puisqu'ils ont une flotte de Yaris hybride. Donc on est en plein dans le sujet qu'on va aborder maintenant, puisqu'on va parler de l'aventure hybride. Et donc on va commencer, on va remonter un peu dans le temps. On va remonter dans les années 60 au Japon,
Donc l'archipel japonais se remet de la guerre, c'était une période difficile. Et surtout, ce qui est remarquable, c'est que c'est un pays où 50% de la population vit sur 2% du territoire. Il s'en est suivi très tôt chez eux un problème de pollution atmosphérique qui est devenu très vite une préoccupation sur laquelle ils ont travaillé. Donc, ce que vous pouvez retenir sur l'historique de ces véhicules, c'est que les premières recherches datent de 1969. Donc c'est bien avant le choc pétrolier. Et donc ça veut dire que c'est vraiment la recherche de l'antipollution qui a guidé Toyota depuis le départ. On va faire face à 1,2 milliard de véhicules en 2020, c'est très proche, et c'est des quantités absolument considérables. Sachant que 87% des émissions polluantes dues au trafic, au transport, sont liées aux véhicules automobiles, y compris les camions. Il y a donc 3 grandes tendances qui se dessinent. La première, c'est la demande énergétique qui est de plus en plus forte. Donc ça passe bien évidemment par le pétrole qu'on connaît tous, le nucléaire, qu'on connaît surtout en France, le gaz, le charbon et les énergies renouvelables. On a aussi en parallèle une croissance des niveaux de vie dans tous les pays, y compris les pays en voie de développement. Et on a en même temps un besoin de faire diminuer les normes de pollution. Parce que sinon, si on cumule tout ça, on va se retrouver avec une pollution exponentielle. Toyota travaille sur le sujet depuis très longtemps, comme je vous le disais, et donc on identifie 3 familles de véhicules. Les premiers, les petits véhicules électriques, qui vont être cantonnés en gros à la ville et à des petites distances. Ça va aller en gros de la trottinette à la petite citadine. On n'en a pas en France, mais ça existe pas mal au Japon. Après, on est sur le cœur du marché de ce que nous, on utilise aujourd'hui, qui est la gamme hybride, qui permet de remplacer l'essence et le diesel classique de manière déjà efficace, avec des pollutions nettement plus basses. Et la 3e génération, dont vous verrez un exemplaire qu'on a fait venir pour vous exprès aujourd'hui, c'est le seul que vous verrez dans la région, et c'est le seul disponible chez Toyota France aujourd'hui, c'est la Mirai, qui est de l'autre côté. Donc voiture à hydrogène. Donc là, on est dans le futur proche du remplacement de l'électrique. Mais j'anticipe un peu sur la suite. Voilà, on a en diversité écologique, il faut bien penser que technologie hybride, ça veut dire plusieurs technologies qui travaillent ensemble. Ça ne veut pas dire que c'est tout électrique ou tout essence. Donc là, on peut avoir des combinaisons entre essence, diesel, les fameux carburants gazeux, dont le GPL qui est connu, les biocarburants comme l'éthanol, les carburants de synthèse, on n'en a pas encore, l'électricité, on commence à connaître, et l'hydrogène. En France, en 2040, fin de l'essence et du diesel classique. C'est programmé, c'est acté. Simplement, ça ne va pas être très facile. Là, je vais parler de la partie électrique, puisque tout le monde, en ce moment, on est en plein dans le sujet, nous parle de voitures électriques comme étant la solution et l'avenir. C'est très discutable et on va voir pourquoi. Déjà parce que le niveau d'électrification de nos marchés est très faible. Le plus loin de tous, c'est un tout petit marché qui est le Danemark, qui est à 50%. Nous, on se situe à un niveau qui est autour de 3% en capacité actuelle. Sur le marché européen dans l'ensemble, on a 99% de véhicules non électriques et 1% de véhicules électriques. Tant qu'on est là, ce n'est pas trop compliqué de faire tourner des électriques. Simplement, si on voulait avoir 80% de nos véhicules qui deviennent électriques, ça voudrait dire 47 nouvelles centrales nucléaires en Europe, dont entre 10 et 12 en France en plus. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a pas de quoi alimenter nos voitures. Il suffit de réfléchir au pic de froid l'hiver pour s'apercevoir qu'on est obligé d'aller chercher l'électricité ailleurs. Donc aujourd'hui, on ne peut pas recharger les véhicules, pas en masse. Autre sujet intéressant, les batteries. Quand vous avez une voiture électrique, là, on a mis 25 petites batteries.
Si je prends une voiture hydrogène, je divise par 25 mon besoin en batterie. Parce qu'en fait, l'hydrogène consiste à une petite centrale. Je fabrique mon énergie en live pendant que je roule. Et donc, j'ai un stock tampon sur une batterie qui reste raisonnable. Du coup, mon besoin en batterie est beaucoup, beaucoup plus faible. Donc, les challenges de l'électrique, les voilà. L'autonomie, tout le monde sait que c'est un point un peu compliqué. Le prix des véhicules. Le temps de charge, qui est un problème en réalité beaucoup plus important que l'autonomie. Parce que qu'on fasse 2, 3, 400 km en électrique, c'est pas très grave. Mais s'il faut s'arrêter au minimum 1 heure avec une recharge très rapide pour repartir, ça devient problématique. Et je dis bien au minimum. La durée de vie d'une batterie, il faut savoir que sur une électrique, elles sont louées parce qu'en fait, la durée de vie des batteries, ça excède très rarement 3 ans. Sur une hybride, on n'a pas ce problème parce qu'on varie l'utilisation entre 50 et 85% de la batterie. On n'a pas l'effet des charges profondes et l'effet charge pleine. On n'a pas d'effet mémoire. Et le recyclage des batteries qui est aussi un sujet extrêmement lourd. Alors, on a dès aujourd'hui des solutions très pratiques, très concrètes, qui sortent... là, je vous donne des chiffres qui sont assez incroyables. Un RAV4 tel qu'il sort là au début 2019, avec 218 chevaux, je vais émettre 102 grammes. C'est-à-dire à peu près 50 grammes de moins, voire 60 grammes que nos concurrents à puissance comparable. On aura une consommation moyenne affichée à 4,5 litres. Et là, on parle des nouvelles normes, WLTP. Je ne parle pas des anciennes normes, dont tout le monde sait qu'elles sont extrêmement optimistes. Pas de malus. Une TVS pour les gens qui sont en société, il y en a beaucoup ici, extrêmement réduite. À 459 € pour un véhicule de cette taille, l'équivalent, vous seriez à puissance comparable sur le marché aujourd'hui entre 2 000 et 4 000 €. Ça veut dire que vous allez économiser en moyenne 2 500 €, soit plus de 200 € par mois, rien qu'en économie de TVS. Après, un autre produit fabuleux qui est en train de sortir. On a déjà le moteur 122 chevaux, très efficace. On est à 76 grammes. Là, plus de TVS du tout pendant 3 ans. 3,4 litres de moyenne. Et le nouveau moteur qui est en train de sortir, où on sera à 3,8 litres, toujours zéro. Et là, avec 180 chevaux, on n'a strictement rien sur le marché de comparable dans ces zones de pollution. Et on va avoir un 0 à 100 en 7 secondes 9. Donc ça vous fait une petite sportive qui ne consomme rien. Voilà. Donc en conclusion, on a dès aujourd'hui des Toyota sans malus aux normes WLTP. On a des véhicules exemptés de TVS pendant 12 trimestres. Et donc les 5 grandes nouveautés, la Corolla donc entre 76 grammes et 86 grammes, de 122 à 180 chevaux, la Corolla TS qui est la même mais en version break, avec les mêmes performances, le nouveau RAV4 102 à 105 grammes avec 218 à 222 chevaux, et la nouvelle Camry qui sera elle complètement exemptée de TVS aussi parce qu'elle sera en dessous de 100 grammes avec toujours 218 chevaux. Et le fameux nouveau moteur 180 chevaux dont je vous parlais. Voilà, bon, c'est une synthèse un petit peu rapide parce qu'on a 10 minutes. Maintenant, si vous avez des questions, je crois que je n'ai pas été trop long. Vous allez pouvoir en profiter un petit peu. N'hésitez pas pour vos questions. Vous avez été excellent au niveau de la gestion de timing. 1 minute encore pour les questions. Peut-être, n'hésitez pas. Avec Monsieur Chardonnay pour N'hésitez pas, Toyota. c'est un sujet brûlant en ce moment, donc on peut y aller. Tenez. Bonsoir et merci pour cette présentation. Vous avez dit durée de vie d'une batterie électrique moyenne 3 ans maximum. Et du coup, batterie hybride, quelle durée de vie ? Hybride, nous on les garantit déjà 10 ans et on a aujourd'hui 22 ans de recul. Et on a des batteries sur les voitures d'origine qui ont leur batterie d'origine de plus de 20 ans. On a une perte de charge qui a été calculée sur des voitures de plus de 10 ans de 10%. C'est-à-dire que vous êtes toujours à 90% d'efficacité au bout de 10 ans. Sur une voiture très moderne, si je prends une petite électrique, quelle que soit la marque, parce qu'il n'y en a pas qui soient vraiment meilleurs que d'autres sur le sujet,
vous avez une chute d'efficacité de 100% à peu près 70% en 3 ans sur un usage moyen, sur une voiture qui fait 1000 km par mois. Sauf qu'à 70%, votre batterie, elle est morte. C'est pour ça que vous êtes soit obligé de la louer, soit si vous ne la louez pas, vous changez la batterie, ce qui vous coûtera, au bout de 3 ans, autour de 7 000 à 8 000 euros. Et l'autre problème, c'est que vous n'aurez personne qui va toucher la prime. Parce que quand vous avez touché une prime hybride, une prime électrique au départ, il n'y a que le premier acheteur qui l'a. D'occasion, il n'y a plus. Le montant de l'allocation de la batterie Alors, nous, on ne le fait pas, mais sur ceux qui le pratiquent, on sait que globalement, sur certaines petites voitures très connues, c'est 99 € pour 1000 km par mois. c'est cher. C'est cher. C'est Si vous très rajoutez cher. à ça à peu près 30 € en comptant 1 € de charge par jour, vous êtes à 120 € d'énergie par mois pour faire 1000 km. Nous, avec 120 € avec le prix du carburant actuel, on fait 2200 avec une Yaris hybride. Oui, merci de votre présentation. En termes d'investissement comparatif, essence, diesel, électrique et hybride, est-ce que vous avez un petit tableau pour se faire une idée, je ne sais pas, pour 20 ou 30 000 kilomètres, voir un peu le coût de revient au kilomètre? Parce que Alors, la question va être là. Il y a plusieurs choses auxquelles on pense. Il y a le prix du véhicule, mais le premier coût, avant toute chose, c'est la dépréciation. C'est pour ça que beaucoup de gens, parmi nous tous, ont acheté du diesel en se disant on m'a conseillé de prendre du diesel parce que ça se revend bien. Bon, ceux qui ont fait ça il y a 2-3 ans, ils doivent se sentir un petit peu arnaqués. Mais si vous achetez une hybride aujourd'hui, vous aurez une valeur de revente qui reste très élevée. Parce que c'est très demandé. Donc on sera déjà sur cet item-là bien placé. Après, en consommation, c'est... Pour simplifier les choses, vous aurez en essence la consommation d'une diesel. Donc on sera plus bas aussi. Et en coût d'entretien, on est vraiment plus bas que tout le monde, parce que les coûts d'entretien sont très très faibles. Il n'y a pas de courroie de distribution, pas de courroie d'accessoires, pas d'injecteur haute pression, pas de turbo, pas de vanne EGR, et il n'y a pas de fragilité. Et si on compare l'investissement de démarrage? Alors une hybride aujourd'hui sur un petit véhicule hors opération société à voir, on va commencer entre 18 et 19 000 sur une Yaris hybride. Et puis après, sur une Lexus, comme vous avez vu dehors, on est à 135 000. Donc il y en a pour toutes les bourses. Merci. Après, vous verrez, on a un vendeur société dont c'est le métier qui rencontre les entrepreneurs. Et on raisonne en TCO aujourd'hui. C'est le coût total d'utilisation. Quand on met tous les critères ensemble, c'est très 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 difficile de battre une Toyota aujourd'hui. Et là, on parle que d'argent et d'être rationnel. Je ne parle pas du côté image, d'avoir une voiture propre, d'avoir quelque chose de positif aussi en termes d'image. Après, je vais dire un dernier mot en termes de... On vous parlait d'investissement. Je vais vous donner une notion sur ce que Toyota fait en termes d'investissement. Le budget recherche-développement, qui est quand même quelque chose d'essentiel, c'est le premier au monde, toutes industries confondues. Donc Toyota met de l'argent dans des proportions considérables pour être en avance et pour développer des solutions avant les autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on a 20 ans d'avance sur les autres, en gros en hybride, ceux qui commencent à en développer, ils font des choses qui s'appellent hybrides aussi, mais qui n'ont pas du tout le même niveau d'efficacité énergétique. Donc ce n'est pas du hasard, c'est du travail, beaucoup de travail et beaucoup d'investissement. Une autre question. Sujet passionnant et brûlant. Alors, pénétration du véhicule à hydrogène, c'est un petit peu tôt pour en parler parce que c'est des véhicules qui viennent juste de sortir. Le problème, c'est plus quand est-ce qu'on va avoir des stations pour se charger. Voilà. Le gros avantage qu'on va avoir, c'est que des sociétés comme Total et tous les grands distributeurs de carburant qui font des accords avec des boîtes comme l'Air Liquide en France, ils ne vont pas se laisser mourir, ils ne vont pas laisser l'électricité les remplacer.
Parce que installer des pompes pour mettre en distribution de l'hydrogène, c'est beaucoup, beaucoup plus facile que d'installer des lignes haute tension souterraines et d'alimenter des prises à très haut débit. C'est comme installer des pompes GPL, c'est pas plus compliqué. Et surtout, le gros avantage, c'est le temps de charge. En 3 minutes, vous avez fait votre plein. Alors, en hydrogène, on raisonne en kilos. Donc, avec 5 kilos d'hydrogène, sur la voiture que vous allez voir là-bas, vous faites 500 km. Et recharge en 3 minutes et pas quelques heures. Ah oui, puis la pollution. La seule pollution qu'on va sortir, c'est de l'eau parfaitement pure, qui sort de l'échappement autour de 55 degrés. Donc, vous pouvez faire un petit peu de thé avec, si vous voulez. Merci beaucoup. Merci. Sujet passionnant et passionné encore une fois. Merci de nous avoir expliqué. Applaudissements. Merci beaucoup. Pour Benoît Chardonnay, directeur Toyota, ici dans la presqu'île, on le rappelle. Merci beaucoup de votre participation. On va se mettre juste là, sur cette caméra-là. On va vous souhaiter une très très bonne soirée. C'est la fin de ce premier Facebook Live avec l'organisation générale, PEE, avec, on le rappelle, l'ensemble des intervenants que nous allons remercier, avec la Banque Populaire Grand Ouest, avec le groupe Excel, avec l'IUT également, la radio RCA, qui a géré, qui a managé directement ce Facebook Live. On va saluer également donc Benoît Chardonnay, le dernier intervenant avec Toyota Saint-Nazaire. Bonne soirée, mesdames, messieurs. À très bientôt, ici ou ailleurs, pour les solutions proposées par RCA, avec notamment les Facebook Live. À bientôt, au revoir.